Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau direct de la FA sur la thématique de sexualité avec une Mickey. Je suis ravie d'accueillir le docteur Isabelle Nyon-Larmurier, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et pour ma part, je suis Corinne Devos, vice-présidente de la FA et également référente écoute, soutien et accompagnement pour les malades et les proches. Et c'est effectivement une thématique qui revient très souvent en écoute et en soutien. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous rappelle que vous avez 3 onglets. Un onglet chat qui permet de discuter entre participants. Vous avez également l'onglet questions, ce qui vous permet de poser vos questions et de voter pour les questions qui seraient déjà posées, ce qui va nous permettre de savoir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Et enfin, vous avez un onglet qui permet de répondre au sondage que nous allons lancer pendant le direct. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas là pour des cas particuliers ou des consultations particulières. Important aussi de le rappeler, ni Isabelle ni moi-même ne sommes sexologues. Et donc, il y a certainement des questions pour lesquelles nous ne serons pas en capacité de vous apporter les réponses que peut-être vous attendez. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de commencer, Isabelle, par un sondage, parce qu'on est très intéressé par connaître la réponse. Avez-vous déjà abordé le sujet de la sexualité avec votre médecin ou votre gastro-entérologue? Sondage que je lance et pour lequel vous pouvez répondre dès maintenant. Isabelle, je vous passe la parole pour démarrer la présentation. Alors, on va débuter par une présentation pour un peu situer le cadre de ce qu'on appelle maladie inflammatoire chronique de l'intestin, que je vais appeler Mickey, pour rendre plus facile la suite du topo, et sexualité. Alors, je pense que c'est très important de poser le cadre. La personne n'est pas liée qu'à sa santé physique, et la qualité de vie reliée à la santé n'est pas liée que purement au physique. Elle est aussi liée, comme vous le voyez dans ce schéma, à la vie affective, à l'équilibre psychologique, à la vie sociale et bien entendu à la vie sexuelle. Donc, la qualité de vie est influencée par la maladie, mais aussi d'autres facteurs que les facteurs socio-démographiques et psychologiques. Dans les maladies inflammatoires, on a de nombreuses études qui montrent que la qualité de vie est diminuée, et parmi une des causes de la diminution de la qualité de vie, il y a les relations intimes et la vie sexuelle qui sont impactées par la maladie. Alors, quand on parle de santé sexuelle, il faut savoir qu'il y a une définition officielle qui date de 2006 de l'OMS. Et je pense que c'est très important de savoir que la santé sexuelle, elle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité et non pas l'absence de maladie ou dysfonctionnement. Donc, ça touche toutes les dimensions, on va voir un petit peu plus là, de la vie en général. Et l'OMS insiste beaucoup parce que ça nécessite en fait des pouvoirs publics un droit à l'information et une éducation en matière de sexualité où tout le monde est très en retard. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, bien qu'il y ait eu notamment sur l'éducation thérapeutique des avancées. Mais ça va au-delà avec la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte et discrimination. Donc dans certains pays, ça pose de nouveaux problèmes. Donc, la santé sexuelle, ce n'est pas, comme vous voyez dans le petit schéma de droite, que la santé sexuelle physique. Hein. C'est très important. Elle englobe les 5 dimensions. Il y a des dimensions émotionnelles, que ce soit les émotions, les désirs, le développement de l'imaginaire et de l'intimité, la satisfaction et l'affirmation de soi. Les croyances, donc les croyances diverses, les valeurs et les principes, donc ça c'est ce qu'on appelle un peu spirituel. Le mental, donc le mental c'est psycho-affectif, mais c'est aussi la relation à l'autre, les communications, et puis bien sûr les pratiques culturelles. Donc c'est vraiment toutes ces dimensions qu'il faut comprendre dans la santé sexuelle. Et non seulement il y a la santé sexuelle, mais aussi fort que toutes ces dimensions, il y a l'image de soi. Et toutes ces dimensions peuvent avoir un impact sur la qualité de vie et ce qu'on appelle les relations intimes. Alors, si on est très médical, on revient au centre de la dysfonction sexuelle, enfin une définition, c'est l'entrave vécue lors de l'acte sexuel. Il faut savoir que dans la population générale, c'est 30 à 40% des femmes
et 5% des hommes. Donc, si on prend des gens qui n'ont pas de pathologie chronique. Et c'est plus fréquent chez la femme ménopausée. Il y a d'autres facteurs, donc c'est l'existence de maladies chroniques, des antécédents d'abus sexuels et certains médicaments, notamment les antidépresseurs, qui peuvent augmenter cette dysfonction sexuelle. Et ça, c'est, je pense, très important, cette slide, pardon. C'est que la sexualité, lorsqu'on a une maladie chronique, est un problème, et ça touche, un Français sur 5. Je fais un petit aparté. L'apparition chez l'homme de troubles de l'érection doit faire un bilan cardiovasculaire parce qu'il y a des études qui montrent que ça préexiste, c'est un des premiers signes de maladie cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il des maladies inflammatoires? Donc ça, il y a une étude qui s'appelle l'étude Impact, qui est une étude faite par les associations et qui a posé les questions sur la santé sexuelle aux patients. Et il faut savoir que c'est très important parce que 40% n'ont pas poursuivi une relation intime du fait de la maladie inflammatoire et 23% ont cessé une relation intime. Dans cette étude, il est montré que le recours à des groupes de parole et à des dialogues avec les associations comme on fait ce soir ont amélioré de façon significative la sexualité. Alors, il y a une étude française de Bordeaux qui montre que la dysfonction sexuelle, elle est fréquente dans les MICI chez une femme sur 2 et un homme sur 6. Donc, c'est beaucoup plus fréquent que la population générale. Chez l'homme, quand on s'intéresse à la dysfonction érectile, on va jusqu'à 40%. Et je vous rappelle qu'on était dans cette étude à 15% dans la population générale, mais à 5% dans d'autres études. De façon indirecte, grande étude de population danoise, il y a une augmentation de l'utilisation des traitements médicaux des troubles de l'érection. On n'a pas le droit de donner de médicaments, mais vous en connaissez un qui est bleu, la pilule bleue. Alors, quand on regarde quels sont les facteurs associés, de façon un peu contre-intuitive, beaucoup d'entre nous pensaient que c'était l'activité de la maladie, mais non. Plusieurs études montraient que l'activité de la maladie n'est pas un facteur associé à la dysfonction sexuelle, mais en revanche, l'anxiété, la dépression et les troubles de l'image corporelle le sont. Dans les traitements, les corticoïdes ont un impact sur la dysfonction sexuelle. Donc, je pense que ce qui est à retenir là, c'est que on est d'accord que la maladie impacte la vie sexuelle via en particulier une mauvaise image de soi, qui est retrouvée à peu près chez 70% des patients. Plus fréquent encore plus chez la femme et encore plus fréquent chez la femme qui a une chirurgie délabrante. Mais quand on interroge les patients sur la satisfaction entre partenaires, c'est de la traduction de l'anglais, je suis désolée, elle est identique à la population générale. Et une des grandes demandes, que ce soit dans l'étude française ou dans d'autres, c'est que les patients voudraient en parler à leur médecin et surtout que leur médecin leur en parle. Alors les causes, elles sont très intriquées, ce qui pose problème d'ailleurs pour trouver une solution. Donc parmi les grandes causes qu'on a citées là, et je pense que vous avez accès au diaporama, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais c'est la fatigue, les douleurs et encore cette image corporelle négative, que ce soit physique avec les cicatrices, les vergetures des corticoïdes ou psychique, cette image de leur image corporelle, le syndrome dépressif et l'anxiété. Alors, quand on dit en parler, c'est pas tout à fait pareil selon que l'on se situe du côté du patient, du partenaire et ou du médecin. Alors, de quoi parler par patient? Ça, c'est une discussion avec Corinne. Il parle d'un retour de l'expérience d'écoute que nous avons régulièrement. Tout à fait. C'est un obstacle à la rencontre, comme on l'a vu dans l'étude, un obstacle à la poursuite de la relation parce qu'on n'ose pas dire qu'on est malade. La maladie prend une telle place qu'on a l'impression de faire un couple à 3 avec la maladie. En plus, il y a la fatigue, la peur de déclencher ou d'aggraver une poussée, l'anxiété, la dépression, les troubles de la libido, ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est les douleurs lors des rapports sexuels, les troubles de l'érection et vraiment l'impression d'être seul, de ne pas pouvoir en parler ni avec les soignants ni avec son partenaire. Il y a peur face à certaines positions sexuelles. Il y a la question de la contraception qui est posée parce que ça fait un médicament de plus. Et ce que je pense important, c'est le difficile lâcher prise parce qu'on est toujours dans le contrôle dans la maladie et là, il faut lâcher prise. J'insiste encore enfin sur l'image dégradée de soi qui est soit physique avec l'image corporelle, les cicatrices, les odeurs, peur d'avoir des selles pendant les rapports, peur d'avoir des fuites, les effets secondaires des corticoïdes et psychologique. Comment
peut-on m'aimer, comment être aimé est désirable, alors que moi, je ne m'aime pas à cause de la maladie. Alors, de quoi parlent les partenaires? Les partenaires, ils ont peur de faire mal, peur d'aggraver, mais surtout, ils vivent le couple à trois avec la maladie et le manque de dialogue se pose, mais pourquoi ne me fait-il pas confiance? Et enfin, quand on pose des questions aux médecins, est-ce que vous abordez principalement, ils répondent non. Est-ce qu'on aborde ce sujet? C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est surtout parce qu'ils ne savent pas trop répondre à la question, pour être très honnête. Ou alors qu'ils sont pas très à l'aise. Alors, on a proposé quelques pistes et ressources. Donc, comme vous l'a dit Corinne, nous ne sommes pas sexologues, donc c'est des pistes. Alors ça, c'est sur un site anglo-saxon. Je pense que les anglo-saxons, ils ont une vue un petit peu différente de la nôtre. Et je trouvais que c'était très important. C'est le sexe, c'est bon pour vous. Ça améliore l'humeur, ça diminue la dépression, ça diminue les douleurs, la sensation de douleur, et ça augmente la confiance en soi. Mais il n'y a pas de normes en matière de sexualité. C'est chaque individu qui a ses propres repères. Et le fait qu'on ait une maladie inflammatoire ne change pas forcément la sexualité. Et c'est la relation à l'autre et l'estime de soi qui sont importantes, mais comme dans toute relation. Le principal organe sexuel, on verra, c'est la peau, mais c'est surtout le cerveau. Parce que c'est les pensées et les émotions qui ont un impact, qui sont beaucoup plus importants sur la perception qu'on a de nous-mêmes, et donc de la capacité d'excitation et de désir sexuel. Donc, c'est signe positif. Les idées positives amènent à des émotions positives et donc amènent à des expériences sexuelles agréables, ce qui stimule pensée et émotion. On verra que c'est là où les thérapies complémentaires avant les relations peuvent aider. Donc, j'insiste encore sur émotion, image de soi. Donc, comme vous l'avez vu, l'état émotionnel est impacté par la maladie, mais l'état émotionnel impacte la sensation de bien-être et de plaisir et les troubles de l'image corporelle. Donc, il faut, si on sent qu'on peut avoir des troubles de l'humeur, savoir solliciter de l'aide de façon, soit avec un psychologue, soit en parler avec son médecin traitant. Autre élément important qui, pour moi, chez les patients qui sont porteurs de maladies chroniques est important, c'est qu'il faut connaître sa maladie, apprendre à la connaître et l'apprendre à son entourage. Il ne faut pas penser qu'on protège son entourage en ne lui en parlant pas. C'est dans la communication et c'est important. Et si vous ne vous sentez pas de le faire, il ne faut pas hésiter à proposer aux partenaires de venir à une consultation. Communiquer, on en revient, hein, c'est la base du couple, c'est pas simple. Il y a des moments où c'est compliqué, hein, notamment lorsqu'il y a une nouvelle relation. On se pose la question comment, quoi faire, quand l'annoncer. Pas la solution. On va dire un petit peu des généralités, chaque chose en son temps. L'honnêteté, à mon avis, est la meilleure des politiques. Et puis communiquer autour de vous, soit avec votre médecin, soit avec des membres de l'équipe soignante, soit avec une association, d'autres personnes. C'est important de communiquer. Entretenir la flamme, il faut préserver du temps, il faut être à l'écoute de l'autre, repartir à la découverte de vos corps d'aujourd'hui. Oui, les choses ont changé, oui, l'image corporelle a changé, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas désirable. Et c'est la complicité, l'intimité. Alors, on a listé un certain nombre de pistes très pratico-pratiques. Je pense que c'est la première qui est la plus importante, c'est il faut s'adapter en fonction de son état physique. Et c'est la peau qui est le plus grand organe sexuel, c'est ce que disent tous les sexologues, hein, c'est les caresses, les baisers peuvent vous apporter les mêmes satisfactions quand les rapports avec pénétration sont impossibles. Après, il y a des petits moyens, planifier les moments d'intimité à l'avance quand on est moins fatigué, moins douloureux, essayer des positions moins douloureuses. Donc les rhumatologues ont même proposé un Kama Sutra qui est accessible sur Internet. Utiliser des lubrifiants pour éviter la sécheresse des muqueuses, utiliser des médicaments stimulant l'érection et vider sa poche ou vider son rectum avant les rapports, mettre des lingeries adaptées et pratiquer des exercices de détente pour réduire le stress. C'est très important. Alors, quelles aides solliciter? Il y a beaucoup de professionnels de santé, pas forcément les gastro-entérologues, mais ça peut être d'abord votre médecin généraliste si vous avez... c'est des gens qui ont une capacité d'écoute. Après, c'est des psychologues, des sexologues, des associations de malades. C'est pour ça qu'on est là. Nous proposons, nous allons mettre tous en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Je pense qu'il y a une question là-dessus. L'utilisation de médecine complémentaire, mais aussi les forums et les blogs.
et on finira sur les 10 pistes. Il faut savoir que les problèmes sexuels sont très fréquents. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de normes. Il faut en parler, mais ça reste un sujet tabou. Il faut s'adapter en fonction de son état physique et ne pas mettre sa pression et dialoguer, avoir confiance en soi. C'est la mésestime de soi, les troubles de l'image corporelle qui sont les freins à la sexualité. Les solutions existent, le plus souvent simples et pratiques. La sexologue avec laquelle on a pu dialoguer a dit qu'une seule séance parfois suffit chez les 2 tiers des patients parce qu'elle leur réapprend à se parler. Et ne pas négliger une dépression larvée, mais ceci, c'est pas une liste exhaustive. Comme justement on vous le disait, là il s'agissait bien sûr d'évoquer des pistes et ce qui va être intéressant c'est de les partager avec vous. Et donc là nous avons le résultat du sondage que nous avions lancé sur savoir si vous avez déjà abordé le sujet de la sexualité avec votre médecin. Et donc finalement, alors voilà, 73%, 85% ne l'ont pas abordé, ce qui correspond un petit peu Docteur Nion, à ce que vous avez au travers de vos consultations et du retour des autres gastro-entérologues. Et la question finalement, c'est comment on pourrait faire pour permettre d'aborder cette question au même titre qu'on aborde le reste, c'est-à-dire comment ça va sur le plan du travail, comment ça va dans d'autres domaines de la vie courante. Oui, je pense que c'est important et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'outils, entre guillemets, qui sont développés pour préparer la consultation. Alors, il y a l'ancien outil qui est le papier, le crayon. Je pense que c'est avant de venir en consultation, surtout c'est des consultations qui ont lieu tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépend. Il y a plein de questions. Donc, il faut que vous listiez vos priorités et mettre en premier l'élément dont vous voulez parler. Même si c'est la sexualité, ça sera la sexualité. Vous voyez, c'est très important. Après, il y a des outils qui sont disponibles dans le IBD Disc. Il y a des applications Internet. Dans Mickey Connect aussi, ils proposent de faire ça. Il faut arriver avec les questions en disant, voilà, je voudrais vous parler de ça. C'est pas toujours facile, j'entends bien. L'avantage de l'IBD Disc, c'est que le médecin peut voir un petit peu, mais il faut essayer. Et nous, de notre côté, il faut aussi qu'on pose la question, ce qui n'est pas non plus dans notre éducation, nous, on est plutôt focalisé tube digestif. Alors justement, nous, lorsqu'on a la possibilité d'accompagner des patients, des adhérents qui nous appellent pour préparer leur consultation, on l'avait passé tout au début, cette étoile des 5 santé. Ça permet justement de pouvoir faire le point, une espèce d'état des lieux avant la consultation de comment ça va dans les 5 domaines. Et apparaît la sexualité, ce qui fait que du coup, face au médecin, on se sent souvent plus à l'aise quand on a déjà préparé ces questions. On avait lancé également un deuxième sondage pour savoir si vous étiez prêt ou intéressé à participer à des groupes de parole ou des ateliers d'éducation thérapeutique sur cette thématique. Et il ressort que, on va dire, 78% seraient prêts à le faire. Donc, ça commence à se développer. Vous allez en lancer un sur l'hôpital Saint-Antoine, qui est bien sûr accessible non pas seulement aux personnes atteintes de Mickey et suivies à Saint-Antoine, mais à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Et il y en a un au Kremlin, voilà. Et on va développer, bien sûr, au national, cette thématique parce qu'on voit que c'est une vraie demande des patients. Donc, je vais en revenir aux premières questions. Donc, dans celles qui reviennent le plus souvent, c'est la question de la libido. Donc, l'impression que la libido n'est pas au rendez-vous comme elle l'était avant. Donc, bien sûr, on sent qu'il y a le avant la maladie et après avec la maladie. Et comment faire par rapport au partenaire qui peut sentir lui aussi que la libido n'est plus au rendez-vous comme avant. Alors, je pense que déjà, c'est une réalité. Hein. C'est clair qu'il y a une diminution de la libido, mais il n'y a jamais, il n'y a pas une cause précise. Alors, il peut y avoir, mais c'est souvent ce qu'on se disait, il y a plusieurs causes. Donc, ça peut être parce que il y a la fatigue, les douleurs, mais il y a aussi des traitements qui peuvent intervenir. Et donc, le partenaire, c'est le dialogue. Je pense qu'il faut lui dire, écoutez, voilà, maintenant je suis plus comme avant, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut plus avoir de relation. Il faut juste qu'on réapprenne ensemble. Et peut-être que là maintenant, je suis très fatiguée, donc j'ai un petit peu de mal, mais il faut essayer plus de programmer les choses. Et c'est vraiment le dialogue qui est important. Mais la baisse de la libido peut aussi révéler un syndrome dépressif un peu larvé.
Et j'insiste, hein, c'est important. Il faut parfois aussi demander de l'aide aux médecins pour soit une aide psychologique, voire la prise de médicaments pour améliorer les choses. Justement, docteur Nion, la deuxième question qui revient le plus souvent, et vous venez de l'aborder dans votre réponse, c'est de perdre un peu de cette spontanéité parce que effectivement, il faut peut-être pas avoir trop mangé avant, être moins fatigué, donc prévoir ces moments à deux dans lesquels on n'aura peut-être qu'une seule activité sur la journée pourrait permettre d'être un peu plus en forme. Et donc là aussi, ça fait perdre en spontanéité. Et vous parliez de lâcher prise, mais du coup, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal de préparer et de lâcher prise? Alors oui, c'est paradoxal, mais je pense que c'est pas non plus linéaire dans le temps. C'est pas parce qu'on a une baisse de libido maintenant que c'est pour toute la vie qui s'annonce devant vous. C'est pas l'avant, l'après. C'est peut-être une phase où on est moins bien, mais de façon cyclique, on va être mieux. Donc il ne faut pas voir ça comme une fatalité où pour les 50 prochaines années, on devra tout planifier. C'est oui, peut-être les 3 prochains mois, il faut planifier, mais après, grâce au traitement, grâce à plein de choses, grâce à la vie qui change, et puis aussi à l'individu qui s'adapte, les choses seront un petit peu différentes. Un message d'espoir. Là, justement, c'est peut-être pour ceux qui nous écoutent le moment de rappeler que les sexologues ou les psychologues, on n'a pas toujours envie, quand on est patient, d'entendre le mot psychologue, mais parfois ils arrivent aussi à pouvoir aider, accompagner, notamment pour libérer la parole dans le couple ou arriver à retrouver une meilleure image de soi. Les sexologues sont également là et le partage entre patients. On voit bien que cette thématique est souvent abordée dans les forums ou entre patients, également en appelant la FA ou via Mickey Connect pour ceux qui seraient connectés, qui peuvent chatter avec d'autres malades. Et bien sûr, les groupes de parole qui se développent puisque la thématique est vraiment importante. Alors, une question qui n'est pas directement liée à la relation sexuelle, mais je vois qu'elle préoccupe un grand nombre de participants. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes d'ovulation et de reproduction avec une Mickey? Donc, ça vise bien sûr la fertilité, qui est une question qui arrive un petit peu après. Et est-ce que ça change quelque chose? Alors, il y a fertilité, c'est pas ovulation. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier les deux. Donc, il n'y a pas d'impact sur la production sur les ovaires avec les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est l'ovulation. En revanche, donc c'est pareil que la population générale. La fertilité, elle est similaire à la population générale, sauf quand les personnes ont eu des chirurgies dans le pelvis. Parce que quand on a une chirurgie dans le pelvis, bien que maintenant les chirurgiens aient adapté les techniques et donc on a moins ce problème, on peut avoir ce qu'on appelle des petites adhérences, comme des petits fils, qui font que l'anatomie est un petit peu modifiée et donc c'est plus compliqué que les spermatozoïdes arrivent aux ovaires. Mais ceci peut être pallié par ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée avec de l'insémination et après on est ou la PMA avec d'autres techniques, on n'a pas de baisse de la fertilité dans les maladies inflammatoires. En revanche, petit passage, il ne faut pas envisager une grossesse en pleine poussée de la maladie. Donc clairement, l'organisme a besoin d'être au top pour arriver à entamer une grossesse. Donc il faut quand même envisager d'avoir une maladie quiescente avant de pouvoir d'avoir un projet de grossesse. Une question qui nous est, nous, souvent posée directement à la FA, est-ce que les gynécologues connaissent bien les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'ailleurs qui peuvent être associées à des maladies inflammatoires chroniques rhumatismales, et est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des gynécologues, ça pour peut-être clore le chapitre sur le désir d'enfant et la grossesse, mais c'est un point quand même très important et d'ailleurs c'est malheureusement souvent le seul moment où les médecins abordent la sexualité. Bon, la plupart des gynécos de ville n'ont pas, je pense, beaucoup de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dans leur patientèle. Et encore en plus, si les patients ont des fistules,
Souvent, alors nous, on est hospitalier, donc on travaille avec un certain nombre de gynéco-obstétriciens hospitaliers qui ont plus l'habitude de suivre des maladies chroniques, tant par le fait d'avoir une maladie chronique, mais qu'on utilise des médicaments qui sont immunosuppresseurs, dont on a l'habitude, nous et ces gynéco-obstétriciens, de suivre pendant les grossesses. Vous avez tout à l'heure parlé des traitements et il y a une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y a vraiment un lien démontré? En tous les cas, il est souvent mis en avant par les patients, mais est-ce que c'est démontré entre la baisse de la libido et les anti-TNF et tout particulièrement l'adalimumab? Il n'y a pas de lien démontré entre les anti-TNF et la baisse de libido. Il y a un lien démontré entre les corticoïdes et la baisse de la libido, mais il n'y a pas de lien démontré avec les anti-TNF et quel que soit l'anti-TNF. Alors après, il y a beaucoup de patients qui se plaignent d'une fatigue sous anti-TNF. C'est toujours difficile de savoir, d'ailleurs, on discute beaucoup sur la fatigue, est-ce que c'est lié ou pas? Je ne suis pas persuadée que ça soit lié. Alors, via cette fatigue, on peut aussi dire que peut-être certains traitements pourraient avoir un impact. Mais je suis persuadée que la fatigue est un symptôme d'autre chose. La baisse de la libido n'est pas due aux anti-TNF. Comme vous l'avez rappelé dans votre présentation, les choses sont intriquées, donc on n'est jamais vraiment dans du binaire, mais néanmoins, bon, c'est important quand même de savoir cet élément. Il y a une question qui revient également très souvent et qui est vraiment médicale. Est-ce qu'il y a un lien entre les inflammations liées au Crohn, donc on va dire dans le tube digestif, c'est le Crohn qui est particulièrement visé, et les inflammations au niveau des muqueuses vaginales, qui peuvent du coup rendre les rapports extrêmement douloureux? Vous parlez d'une atteinte spécifique au niveau du vagin? En tous les cas, je me permets de bien insister sur la question parce qu'elle revient énormément et c'est vraiment les muqueuses vaginales inflammées, une inflammation. Alors, je ne suis pas une experte gynécologue. Alors, il y a un fait indéniable, c'est l'existence d'une fistule c'est-à-dire une communication anormale entre le rectum ou l'anus et le vagin, qui entraîne une inflammation du vagin. Donc ça, c'est décrit dans les maladies Crohn. Après, souvent, quand on a pas mal de diarrhée, on a des vaginites et des plus fréquentes que lorsqu'on n'a pas le diarrhée. Donc, je pense que c'est plus résultant du nombre de selles que lié à une atteinte spécifique du vagin. En revanche, les résultats sont les mêmes pour les patientes avec cette irritabilité. Après, on peut utiliser, si c'est souvent peut-être lié à une sécheresse, il y a des ovules de colpotrophine, c'est un médicament qui va un petit peu faire que les muqueuses sont moins sèches pour améliorer cette irritation. Justement, par rapport à certaines aides qui pourraient donc médicamenteuses qui peuvent être prescrites, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être directement achetées en pharmacie ou pour lesquelles on peut demander conseil en pharmacie, notamment en termes de lubrifiants qui seraient adaptés? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient totalement contre-indiquées? Ça me paraît quand même important de reprendre ce point. Alors, les stimulants de l'érection nécessitent une prescription médicale parce qu'il faut être sûr au niveau cardiaque que les patients n'ont pas de problème cardiovasculaire parce qu'il y a des effets secondaires. En revanche, tout ce qui est lubrifiant est disponible en pharmacie sans prescription médicale et je pense qu'effectivement, le pharmacien va être à même de vous donner ce qui vous correspond le mieux. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des douleurs pendant les rapports, qui revient dans les questions posées par les participants. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour limiter les douleurs pendant les rapports et également les douleurs qui se surajoutent, qui peuvent être liées à aux positions du fait d'un rhumatisme qui est complémentaire, on va dire, à la Miki. C'est-à-dire que les douleurs peuvent être de différentes origines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui souffrent à ce moment-là? On vous l'a dit, comme vous l'avez
bien dit. Comme il y a des douleurs de différentes origines, il faut essayer de voir, il faut essayer de traiter, enfin, essayer de pallier à toutes ces douleurs. Donc, si c'est des douleurs rhumatologiques, si on disait il y a des positions, il y a mettre un oreiller en bas du bassin ou sur les jambes. Si c'est donc prendre un paracétamol ou un antalgique avant les rapports, une vingtaine de minutes avant. C'est pas de l'amour avant, mais on est encore dans d'essayer de se projeter en avant. Je rappelle au passage que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, donc ils vont prendre un paracétamol. Si le rectum est plein de matière, ça peut augmenter les douleurs, donc il faut vider le rectum. Donc, pour vider le rectum, on peut mettre par exemple des suppositoires de glycérine avant les rapports pour éviter les selles qui viendraient être douloureuses et éventuellement prendre des myorelaxants en sachant que le problème des relaxants ou des médicaments qui détendent, c'est que ça diminue les sensations. L'objectif, c'est quand même avoir des sensations. C'est là qu'on peut aussi parler des médecines complémentaires, parce qu'effectivement, elles peuvent permettre, par des exercices, des techniques de respiration, des techniques de méditation, d'avoir la possibilité, de lâcher prise, et de baisser peut-être les douleurs. On a parlé des sites anglo-saxons. C'est vrai que ils sont assez, je dirais, fun, parce qu'on parle beaucoup plus librement de sexualité dans les pays anglo-saxons. Mais par exemple, pour les positions que vous évoquiez, c'est sur le site de Landar, qui a fait un livret sur la sexualité aussi, et d'autres associations sur les rhumatismes qu'on peut également trouver en France et en tous les cas regarder sur Internet. Dans les questions également qui reviennent souvent, est-ce que le trouble du désir, c'est la même chose que la baisse de la libido? Est-ce que ça se caractérise de la même façon chez les hommes ou chez les femmes? Et est-ce que là encore, il y a des, entre guillemets, régimes miracles qui pourraient éventuellement aider, parce qu'on en voit beaucoup sur Internet, qui pourraient aider à remonter le désir ou la libido? Alors, c'est clair que quand on parle de baisse de la libido, les gens englobent beaucoup de choses. Donc, c'est toujours un peu difficile de savoir de quoi on parle. Et donc, les troubles du désir, mais aussi les troubles de l'érection sont englobés dans cette baisse de libido. Il n'y a malheureusement pas de régime, je ne sais pas si c'est malheureusement heureusement, qui est miracle pour augmenter la libido. Pour moi, le régime miracle, c'est une alimentation équilibrée et l'activité physique. Parce que je ne parle pas du rapport sexuel. L'activité physique va permettre de se détendre et de diminuer son niveau de stress et son niveau de douleur. Alors, activité physique, c'est comme on peut marcher une station de métro, parce que nous on est parisiens, mais marcher dans la forêt, c'est tout aussi bien et encore mieux. Et ça sera le meilleur des régimes pour essayer d'améliorer le désir. Après, il y a la relation à l'autre et redécouvrir les corps, son corps et celui de son partenaire, qui sont aussi très importants. Question qui revient également, on a parlé très rapidement de la contraception. Est-ce qu'il y a des contraceptions qui sont plus conseillées? Est-ce qu'il y a des contraceptions qui vont dépendre des traitements qui peuvent être pris du fait de la Mickey? Que faut-il savoir en fait sur ce sujet? Alors, quand il y avait des pilules qui étaient très riches en hormones, elles étaient contre-indiquées du fait de l'inflammation, parce que quand il y a beaucoup d'inflammation, il y a un petit peu risque des phlébites, et c'est des médicaments qui augmentaient les phlébites. Mais maintenant, ces pilules n'ont plus lieu d'être et donc il n'y a pas de contre-indication à n'importe quel mode de contraception. Comme il n'y a pas de contre-indication chez la femme ménopausée à prendre un traitement hormonal substitutif, parce que je rappelle que la ménopause est une des grandes causes des troubles du désir et de la libido, et il faut savoir aussi en parler aux médecins. On a parlé tout à l'heure, on l'a abordé, les peurs de déclencher ou d'aggraver une poussée sont des peurs qu'on peut comprendre. Est-ce qu'elles ont un fondement? Ce n'est pas parce qu'il n'y aurait pas de fondement d'ailleurs qu'on n'en aurait pas peur.
mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider par rapport à cette peur qui ressort et chez la personne atteinte de la MECI et chez le partenaire? Ça ne va pas déclencher une poussée. En revanche, après, c'est mécanique. Souvent, chez les gens qui ont déjà un problème de sphincter au niveau de l'anus, ça peut augmenter le risque d'accident. Donc, il faut en parler, bien sûr, mais éventuellement utiliser, si on n'a pas de contre-indication, un ralentisseur du transit pour essayer d'avoir moins de sel, ou voir ce qu'on avait dit, vider le rectum avant pour être tranquille. Une question qui revient beaucoup également, docteur Nion, c'est la question des gaz et de l'inconfort digestif qui évidemment augmente la crainte d'un accident pendant le moment d'intimité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose hormis par l'alimentation? Alors, dans les gaz, en fait, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a beaucoup plus de colopathie chronique. Une des grandes causes des gaz, c'est plutôt la colopathie fonctionnelle. Et donc, pour moi, c'est la régulation du transit qui est l'élément le plus important. Après, effectivement, il y a certaines modifications alimentaires. Je ne parle pas de régime restrictif, mais certaines modifications alimentaires qui peuvent faire en sorte que le transit soit plus régulier. Et donc, il va avoir moins de gaz et même moins de risques de diarrhée, ce qu'on appelle la fausse diarrhée du constipé. Il ne faut pas négliger cette piste. Nous retrouvons pas mal de questions également de personnes qui ont une stomie, donc provisoire ou définitive. Pour répondre en direct, oui, il existe des lingeries qui sont adaptées, qui permettent en fait de maintenir la poche près du corps. Et vous trouverez tout sur notre site ou sur les blogs, le forum de l'AFA. Il y a également, par rapport au livret qu'on vous a présenté tout à l'heure, un livret qui est destiné aux personnes stomisées plus précisément. Et enfin, en question qui a été posée directement, les sites sont les sites canadiens qui parlent de sexualité très librement et qui permettent finalement de trouver pas mal de réponses. Beaucoup de réponses, de questions qu'on avait d'ailleurs repris et on s'en était inspiré pour préparer avec le docteur Nion et l'AFA le livret sexualité qu'on vous a présenté, mais n'hésitez pas à aller sur ces sites. On nous parle également de médicaments qui pourraient être prescrits plutôt par les psychiatres et qui permettent d'augmenter le désir ou la libido. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je ne suis pas compétente en la matière. Je pense que là, il faut demander au psychiatre. Je sais qu'en fait, dans les antidépresseurs, il y a certains antidépresseurs qui augmentent la libido. Mais moi, je ne suis pas capable de vous donner. D'accord. En revanche, ça peut être intéressant de pouvoir consulter également. Toujours consulter, en fait, en parler. Ne pas rester peut-être juste avec le gastro-entérologue, parce que là, comme vous l'avez dit, il y a des domaines dans lesquels on n'est pas compétent. Et donc, ça vaut le coup aussi d'être orienté vers aussi le sexologue, d'autres médecins. En tous les cas, en parler et plus souvent en espérant avoir une écoute des médecins, parce que parfois, quand la compétence n'est pas dans le domaine de la question posée, ça peut être aussi compliqué pour vous parfois d'y répondre. Également, peut-être une question très claire, il y a où trouver des ateliers d'éducation thérapeutique sur le thème de la sexualité. En fait, on vous invite à regarder sur le site de l'AFA en fonction des régions. Sur Paris, ça va être bientôt lancé puisque nous allons utiliser un nouvel, on va dire, outil qui est très facile d'utilisation, mais qui permet vraiment d'en parler et de pouvoir poser les difficultés rencontrées et de faire émerger les ressources. Et outil qui sera développé au national. Il y a des groupes de parole et vous trouverez en fait tout ça sur le site de l'AFA. Les questions sur la fertilité, je crois qu'on en a parlé. Également une question sur les lésions anopérinéales. Est-ce que quand il y a lésion anopérinéale, est-ce qu'on peut imaginer que le périnée est plus abîmé et donc des relations sexuelles pourraient éventuellement, hormis être douloureuses, peut-être aggraver quelque chose? Si vous pouvez nous éclairer. Alors, effectivement, quand on a des lésions anopérinéales, le périnée
peut être fragilisée par des chirurgies et des fistules. D'ailleurs, c'est pour ça que chez la femme qui est enceinte, on privilégie plutôt un accouchement par césarienne pour protéger le périnée. En revanche, pour les relations intravaginales, pour moi, il n'y a pas de contre-indication et ça ne va pas venir détruire ou aggraver le périnée. Il ne faut pas négliger ce qui arrive chez beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, pas forcément qui ont une maladie inflammatoire, mais qui n'osent pas en parler, c'est encore tabou. Des petites fuites urinaires, une sensation de pesanteur au niveau du vagin. Il faut savoir en parler parce qu'il y a des petits moyens, la rééducation, il y a des choses à faire. Qu'on ait ou non une maladie inflammatoire et qu'on ait ou non des lésions anatomiques. Malheureusement, le temps presse, le temps avance, donc j'ai envie de vous poser une dernière question, docteur Nion. Est-ce qu'il y a, quand on a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, parce que bien sûr, il y a beaucoup de questions autour de la grossesse qui arrivent, est-ce que quand cette grossesse est difficile, la procréation médicalement assistée, et on a les mêmes chances avec une Mickey que sans Mickey, et est-ce qu'on peut y recourir de la même façon et avec autant d'essais que quand on n'a pas de Mickey? En fait, c'est les mêmes, qu'on ait ou non une maladie inflammatoire, le recours à la PMA est le même pour toutes les femmes. Donc, il y a un certain nombre de critères, moi je ne les connais pas tous. Il y a malheureusement une limite d'âge, je pense qu'il y a 43 ans maintenant, pour le remboursement de la PMA en France, et une limite de 3 ou 5, et je ne saurais trop vous dire. C'est les mêmes que la population générale. C'est les mêmes chances que la population générale, le même accès à la PMA. Après, il y a aussi les mêmes lourdeurs de tous les examens à faire avant. Il faut savoir que la PMA, c'est compliqué parce qu'on est obligé d'avoir un traitement hormonal, donc ça donne des troubles de l'humeur. Donc c'est quelque chose où le couple doit savoir, c'est un désir d'enfant à deux, et c'est compliqué au niveau physique et moral. Et parfois frustrant parce que ça ne donne pas de réponse. Merci infiniment, docteur Nion. Bien sûr, il y a d'autres questions. Nous n'aurons pas pu répondre à tout, mais nous espérons au moins que on vous aura permis d'évoquer plus facilement avec vos médecins, mais aussi entre patients. Nous insistons sur ce point. Les patients ont des ressources et ont des, comme on dit, des trucs et astuces qu'ils apprécient de partager avec les autres patients pour faciliter le vivre avec la maladie. Nous sommes bientôt obligés d'arrêter ce direct de l'AFA, donc c'est important pour moi de vous dire que la prochaine table ronde aura pour thème la santé bucco-dentaire, un vrai programme, et ça aura lieu le mercredi 30 octobre avec comme intervenant le professeur Fumery d'Amiens et le docteur Kevin Yagossa, chirurgien dentiste à Lille. En décembre, vous trouverez également un direct de l'AFA sur les régimes dans les Mickey. Nous n'avons pas encore arrêté la date, mais vous la communiquerons dès que ce sera possible. Bien sûr, remercier la DGS et le ministre des Solidarités et de la Santé qui nous aident qui soutiennent ces conférences. Et enfin, bien sûr, le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube AFA Web TV la semaine prochaine. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Le plaisir de vous retrouver pour un prochain direct de l'AFA.